Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet absolument passionnant et au cœur de nombreuses transformations actuelles, le lien de plus en plus étroit entre la santé mondiale, et plus particulièrement la vaccination, et le concept d'identité numérique. On va décortiquer ensemble, de manière purement factuelle, comment un immense réseau d'organisations, à la fois publiques et privées, travaille à connecter ces deux univers. Pour bien comprendre la structure de cet écosystème et ses objectifs, on va s'appuyer uniquement sur ce que ces organisations disent elles-mêmes, à travers leurs documents et leurs déclarations publiques. Alors pour bien saisir l'ampleur du défi, commençons par un chiffre. Un chiffre qui, franchement, est vertigineux. 850 millions. C'est le nombre de personnes dans le monde qui, à l'heure où l'on parle, n'ont aucune preuve légale de leur existence. Essayons d'imaginer un instant ce que ça signifie. Pas de carte d'identité, pas de passeport, rien. Ça veut dire concrètement l'impossibilité d'ouvrir un compte en banque, de s'inscrire dans une école, de voter, et même, très souvent, d'accéder aux soins les plus élémentaires. C'est une barrière quasi infranchissable à toute forme de participation à la vie sociale et économique. Et ce qui est peut-être le plus marquant, c'est que plus de la moitié de ces personnes invisibles sont des enfants dont la naissance n'a tout simplement jamais été enregistrée. Face à ce constat, une stratégie d'envergure mondiale a commencé à se dessiner. Elle repose sur une question centrale, qui est en fait une idée assez révolutionnaire. Et si le moment précis où une personne, et surtout un enfant, entre en contact avec le système de santé pour recevoir un vaccin, et si ce moment devenait l'opportunité parfaite pour lui créer une identité numérique qui le suivra toute sa vie. C'est ce lien, cette jonction stratégique entre l'acte médical qui protège et la création d'une identité digitale que l'on va maintenant examiner en profondeur. Pour que tout soit clair, voici comment on va procéder. D'abord, on va poser le décor et cartographier cet écosystème global. Ensuite, on verra qui sont les acteurs principaux, qui tirent les ficelles, qui financent. Après ça, on plongera dans le concret, la boîte à outils technologique qui rend tout ça possible. Puis, on prendra de la hauteur pour analyser la feuille de route mondiale qui orchestre le tout, avant de finir par une synthèse des objectifs ultimes de ce système. Allez, on commence avec la vue d'ensemble. La première chose vraiment à bien intégrer, c'est qu'on ne parle pas d'une initiative isolée ou de l'œuvre d'une seule organisation. Il s'agit d'un vaste réseau, un partenariat public-privé. Concrètement, ça veut dire que des gouvernements, des agences des Nations Unies comme l'OMS collaborent très étroitement avec de grandes fondations privées et des entreprises du secteur technologique ou pharmaceutique. Et attention, ce n'est pas une collaboration désordonnée, tout est très précisément aligné sur les grands objectifs de développement que la communauté internationale s'est fixés pour la décennie à venir. Le cadre idéologique, la justification officielle de tout cet édifice, ce sont les objectifs de développement durable de l'ONU, le fameux Agenda 2030. Et dans cet agenda, deux objectifs nous intéressent tout particulièrement. D'un côté, l'objectif numéro 3, bonne santé et bien-être. De l'autre, l'objectif 16, et plus précisément sa cible 9, qui dit noir sur blanc qu'il faut d'ici à 2030 garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l'enregistrement des naissances. La stratégie consiste donc à faire d'une pierre deux coups. La question était, quel est le meilleur moyen de toucher des milliards de personnes pour leur donner cette fameuse identité ? La réponse a été, le service qui touche déjà le plus d'individus sur la planète, et de loin, la vaccination infantile. Ce moment clé est donc vu comme le point d'entrée idéal, la porte d'entrée parfaite dans le système. Bien, on a vu le cadre général, le pourquoi. Maintenant, la question logique, c'est qui ? Qui sont les architectes, les maîtres d'œuvre et les financiers de ce système mondial ? Pour vraiment comprendre la dynamique de ce réseau, il est indispensable de s'intéresser à qui met l'argent sur la table et comment les différentes institutions sont liées entre elles. Au cœur de cette galaxie d'acteurs, il y a une organisation qui est vraiment la pierre angulaire, le pivot de tout le système, Gavi, l'Alliance du vaccin. Gavi a été créée en 2000 avec une mission qui paraissait colossale à l'époque, aider à vacciner la moitié des enfants du monde. Il est important de comprendre que Gavi n'est pas une ONG comme les autres. C'est une plateforme, un carrefour où se croisent et collaborent des gouvernements du monde entier, des poids lourds de l'ONU comme l'OMS et l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie pharmaceutique au grand complet et bien sûr les plus grandes fondations privées. Son rôle est double. C'est un moteur logistique pour la distribution des vaccins, mais c'est aussi un acteur qui façonne, qui structure le marché mondial du vaccin. Alors, d'où vient l'argent qui fait tourner cette immense machine ? L'analyse du financement de Gavi est très éclairante. Si on regarde les chiffres, on voit que la plus grosse part du gâteau, environ les 3/4, vient des gouvernements donateurs. Mais, et c'est un mais de taille, le plus grand donateur privé, et de très loin, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, qui a engagé à elle seule plus de 7,7 milliards de dollars. La Banque mondiale, partenaire de la première heure, joue aussi un rôle crucial de cofinancement. Et l'industrie pharmaceutique dans tout ça ? Sa contribution est un peu différente. Elle est principalement en nature, ce qui signifie qu'elle s'engage à fournir des vaccins à des prix très réduits et à garantir des volumes de production élevés. En retour, cela lui assure un marché gigantesque, stable et prévisible sur le long terme. Pour prendre la mesure de cette influence financière, et surtout pour voir comment elle oriente les priorités stratégiques, penchons-nous sur un cas très concret, les financements de la Fondation Gates à l'Organisation mondiale de la santé. Les données parlent d'elles-mêmes.
Entre l'an 2000 et 2024, la fondation a versé au total 5,5 milliards de dollars à l'OMS. Et quand on regarde la répartition de cette somme, on s'aperçoit que près des 2/3, 64,1% pour être exact, ont été alloués à des projets liés de près ou de loin au vaccin. Ça illustre très clairement une focalisation stratégique sur les solutions vaccinales pour répondre aux grands enjeux de santé mondiale. On voit bien ici comment toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. C'est un véritable orchestre où chaque institution joue une partition bien précise. L'OMS fournit l'expertise technique, la caution scientifique et la légitimité pour piloter l'agenda mondial. L'UNICEF, avec son expérience inégalée sur le terrain, s'occupe de la logistique, une tâche absolument gigantesque, et elle aide aussi les pays à intégrer les nouveaux outils d'identité numérique. Le CPI, une organisation plus récente cofondée par Gavi et la Fondation Gates, a une mission spécifique, financer la recherche pour anticiper et se préparer aux futures épidémies. Et pour boucler la boucle, l'industrie pharmaceutique, représentée par son principal lobby, l'IFPMA, a un siège permanent au conseil d'administration de Gavi. Le partenariat public-privé est donc totalement institutionnalisé. Ok, on a vu les acteurs, on a suivi l'argent, maintenant il est temps de zoomer sur le terrain. Comment ça marche concrètement? On va maintenant ouvrir la boîte à outils et regarder de plus près les plateformes et les technologies qui constituent l'épine dorsale de tout ce système. Le principe de base, le concept fondamental est à la fois simple et incroyablement puissant. Chaque acte de vaccination cesse d'être uniquement un acte médical. Il devient une opportunité, un point de contact, un point d'entrée unique pour enregistrer une personne, le plus souvent un nouveau-né, dans un système d'identité numérique pérenne. C'est précisément à ce moment-là que se fait la jonction stratégique entre le monde de la santé et celui de l'identité. Pour traduire cette vision en réalité, 2 grandes initiatives se distinguent. La première, c'est l'Alliance ID 2020, qui est partenaire de Gavi. Elle promeut l'idée d'une identité numérique portable et contrôlée par l'individu, dès la naissance. Un projet pilote a notamment été mené au Bangladesh pour lier directement les registres de vaccination à une nouvelle identité numérique. La deuxième initiative, qui est peut-être la plus structurante sur le plan technologique, c'est Mozip. Le plus simple est de l'imaginer comme une boîte de Lego numérique. C'est une plateforme open source, donc le code est accessible et gratuit, largement financée par la Fondation Gates. Elle offre aux pays toutes les briques logicielles nécessaires pour construire leur propre système d'identité nationale sur mesure. Et ce n'est pas juste un concept, Mozip est déjà déployé à très grande échelle avec plus de 90 millions de personnes déjà enrôlées dans des pays comme les Philippines, l'Éthiopie ou le Maroc. Donc, très concrètement, comment ça se passe dans un centre de santé, par exemple? Le processus a été standardisé en 4 étapes très claires. Étape 1, l'enregistrement. Une personne, souvent une mère avec son bébé, est inscrite pour recevoir un service, typiquement un vaccin. Étape 2, le service est fourni, le vaccin est administré. Arrive l'étape 3, qui est le moment clé, la capture biométrique. C'est là que des données uniques, comme les empreintes digitales de l'enfant ou une photo de son visage, sont numérisées à l'aide d'un scanner ou d'un smartphone. Enfin, étape 4, la création de l'ID. Toutes ces informations sont combinées pour générer un identifiant numérique unique qui sera ensuite lié de manière permanente au dossier de santé de cette personne. Mais alors, quelle est la justification officielle pour le déploiement d'une infrastructure aussi complexe et coûteuse? Tout l'argumentaire tourne autour d'un mot: les données. Ou plutôt, comme le dit très bien cette citation de la présidente du conseil d'administration de Gavi, le manque de bonnes données. L'argument central est le suivant: il est impossible de soigner et de vacciner efficacement une population si on ne sait pas précisément qui sont les gens, où ils vivent et quels vaccins ils ont reçus. L'objectif numéro 1, martelé dans tous les documents, est donc de pouvoir identifier et suivre les enfants dits zéro dose, c'est-à-dire ceux qui, pour une raison ou une autre, sont passés entre les mailles du filet du système de santé. Et pour atteindre cet objectif, les technologies utilisées sont vraiment à la pointe. Prenez la biométrie infantile, par exemple. C'est un défi technique énorme, parce que les empreintes digitales d'un bébé sont minuscules et évoluent très vite. Mais un partenariat entre Gavi, le géant japonais de la tech NIC, et une start-up nommée Simprints a permis de mettre au point des scanners capables d'identifier un nourrisson avec 99% de précision. Ensuite, pour gérer cette masse de données, la plateforme de référence s'appelle DHIS2. C'est un logiciel open source qui est devenu le standard dans des dizaines de pays. Il agit comme un véritable tableau de bord en temps réel de la santé publique, permettant de visualiser la couverture vaccinale rue par rue. Et la prochaine étape, déjà en cours de test au Bangladesh ou au Ghana, c'est l'intégration totale. Créer un seul et même système qui relie l'acte de naissance, le carnet de vaccination et à terme l'accès à toutes les autres aides sociales. Bon, on a vu qui fait quoi, avec quel argent et avec quels outils. Maintenant, il faut comprendre que tout ça n'est pas une série d'initiatives éparses. Tout s'inscrit dans une stratégie mondiale très structurée, une véritable feuille de route pour la décennie en cours. C'est ce qu'on va voir maintenant. Cette grande stratégie, ce plan directeur porte un nom, l'Agenda de la vaccination 2030, ou IA 2030. Ce schéma, qui est un document officiel, montre parfaitement son architecture.
Tout en haut, l'OMS définit la vision stratégique. Et juste en dessous, on a un conseil des partenaires qui réunit les acteurs clés que l'on connaît bien maintenant, l'UNICEF, Gavi, la Fondation Gates, pour s'assurer que toutes les ressources et toutes les actions sont parfaitement alignées. L'objectif chiffré est colossal, sauver 50 millions de vies d'ici 2030, en mettant explicitement l'accent sur l'utilisation des technologies numériques et des registres de données pour y parvenir. La pièce suivante qui vient s'ajouter à cet édifice, la plus récente, c'est ce fameux réseau mondial de certification sanitaire numérique, lancé officiellement par l'OMS en 2023. L'objectif est assez simple à saisir. Il s'agit de créer une sorte de langage commun technique, un standard universel, pour que n'importe quel document de santé numérique, comme un certificat de vaccination, puisse être lu, compris et vérifié de manière fiable partout dans le monde, quel que soit le pays où il a été émis. C'est un système d'interopérabilité à l'échelle planétaire. Et ce qui est vraiment crucial de comprendre avec ce réseau mondial, c'est qu'il n'a pas été créé à partir d'une page blanche. Son architecture technique, son squelette si l'on veut, est directement basé sur l'infrastructure qui a été développée en un temps record en Europe pendant la pandémie, celle du certificat Covid numérique que beaucoup ont connu sous le nom de passe sanitaire. L'idée est donc de prendre un outil qui a été conçu et déployé dans un contexte de crise et de le transformer en une infrastructure de base permanente. L'objectif final, clairement énoncé, est de bâtir un réseau de confiance mondiale pour gérer tous les types de dossiers médicaux, bien au-delà du seul cas des pandémies. On arrive maintenant à la dernière partie de notre analyse. On a vu le pourquoi, le qui, le comment et la stratégie globale. Il est temps de tout mettre en perspective pour répondre à la question essentielle, à quoi sert ce système au final ? Quelles sont ses finalités déclarées et ses cas d'usage ? Si on synthétise ce qui est expliqué dans les documents officiels, on peut voir 4 grands objectifs se dessiner. Le premier, c'est la traçabilité, être capable de suivre le parcours de vaccination de chaque individu, vaccin par vaccin, pour s'assurer qu'il reçoit bien toutes les doses nécessaires. Le deuxième, c'est le contrôle, utiliser activement ces données via des alertes automatiques pour identifier les personnes qui sont en retard dans leur calendrier vaccinal et pouvoir les relancer. Le troisième, c'est l'intégration. C'est un concept fondamental. L'idée est que cette identité de santé devienne la première brique d'une infrastructure publique numérique ou IPN, c'est-à-dire une sorte de clé numérique unique qui servirait de porte d'accès non seulement aux soins, mais aussi à l'éducation, aux services financiers, aux aides sociales. Enfin, quatrième point, la standardisation. Le pass sanitaire est explicitement présenté comme le premier cas d'usage à grande échelle, le test grandeur nature d'une future identité de santé numérique qui serait, elle, mondiale et unifiée. En conclusion, s'il y avait une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. L'ensemble de ce système est conçu de manière très architecturée pour créer un dossier numérique complet et individuel pour chaque être humain, et ce, dès le jour de sa naissance. Un dossier dans lequel le statut sanitaire d'une personne est lié, de manière native et numérique, à sa capacité à accéder à toute une gamme de services sociaux et financiers essentiels tout au long de sa vie. Et cela nous laisse pour finir avec une question totalement ouverte. Maintenant que la brique fondamentale de la santé et de l'identité est en train d'être solidement posée à l'échelle mondiale, quelle sera la prochaine pièce dans la construction de cette infrastructure publique numérique globale ? Merci d'avoir suivi cette analyse.